ben, le module, ça ne va rien changer, et donc je vais garder les normes. Donc, on est en train de cascader un opérateur qui est contractant. Ça, c'est pratique, parce qu'une cascade d'opérateurs contractants, c'est contractant, et on préserve la norme, et on va voir en quel sens c'est important. Attends, les deux équations, là, il y a un truc qui m'échappe. Ouais. Ça préserve la norme et c'est contractant, c'est pas contradictoire? Non, parce que c'est non linéaire. C'est complètement contradictoire si c'était linéaire, mais c'est tout le monde compliqué du non linéaire. Non linéaire, non, c'est facile. Par exemple, regarde, valeur absolue de A, c'est bien valeur absolue de... Tu vois, ça marche, hein, mais l'addition... Non, dès que tu as du non linéaire, tu peux préserver la norme et être contractant. Ok, alors, je vais vous donner une vision de ce qui se passe en termes de chemin. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ça, c'est plus proche d'un réseau de neurones. On part de F et on fait tout un chemin de calcul. Premier, ça va être une convolution avec la première ondelette, deuxième ondelette, etc. Le chemin, il est indexé par les ondelettes. Donc, par exemple, voilà un premier chemin de calcul. Je commence par faire la convolution avec une ondelette psi J1, puis psi J2. Là, l'axe, c'est J, c'est l'indice des ondelettes. Et puis, quand l'indice des ondelettes arrive sur grand J, boum, je m'arrête. Donc, voilà une série de convolutions, psi J2, clac, clac, et voilà ce que j'obtiens. Je vais vous donner un autre chemin de calcul. Voilà un deuxième chemin de calcul. J'ai commencé de la même manière au départ, et puis après, j'ai changé. D'accord? J'ai commencé par la même convolution, et puis ensuite, j'ai pris celle-ci. Et puis vous prendre un autre chemin de calcul. Ça, c'est un autre coefficient qui arrive jusqu'à bon port, la sortie, et ça, c'est un autre coefficient. Et vous allez prendre tous les chemins possibles et imaginables. Donc c'est a priori complètement monstrueux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va regarder que ce qui sort. Donc ce qui sort, je vais appeler la norme de la transformée, c'est tout simplement la somme des normes des coefficients qui sortent. Parce que j'ai construit tout ça avec des opérateurs contractants qui se cascadent, eh ben je sais que l'opérateur final, il va être contractant. Donc la différence dans mon domaine de scattering entre un signal F et G, c'est toujours plus petit que la distance entre F et G. Donc ça, c'est immédiat, juste en conséquence de la contractance. Mais qu'est-ce qui se passe à cause du module? Le module, il donne un effet en fait de démodulation. Il va prendre les signaux et il va les pousser vers les basses fréquences. Prenez votre ondelette. Votre ondelette, grosso modo, vous pouvez l'avoir comme un filtre passe-bas qui a été translaté en fréquence, modulé. Ça, c'est vrai en audio, c'est vrai en image. Donc, si vous dilatez l'ondelette, eh ben, c'est la même chose que de dilater le filtre basse fréquence et de dilater la fréquence correspondante. Si vous prenez votre signal, voilà la transformée Fourier. Voilà transformée en ondelette, elle va sélectionner cette bande de fréquence. Si vous calculez cette convolution, vous avez quelque chose qui est en haute fréquence. En fait, vous pouvez le voir comme un signal de basse fréquence qui a été modulé. Si vous prenez le module, clac, ce truc-là, il va se retrouver en basse fréquence. Le problème, c'est que ce n'est pas simplement une démodulation. Vous n'enlevez pas simplement ça, vous prenez aussi le module de ça. Et donc, vous avez quelque chose de fondamentalement très non linéaire qui peut introduire des singularités qui fait qu'il peut y avoir des petits trucs en haute fréquence qui peuvent se retrouver là. Mais vous avez grossièrement un phénomène de basse fréquence, vous revenez sur les basses fréquences. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'ai décrit, on part du signal, on fait la transformée en ondelette. Chaque composante, on prend le module, donc pour chaque composante, boum, on le ramène en basse fréquence. Donc voilà les différentes composantes qui ont été ramenées en basse fréquence. Maintenant, la composante du milieu, je la prends et on refait la transformée en ondelette. Donc on le décompose en différentes fréquences. Mais là, observez, ici, j'ai plus d'énergie. Parce que, donc, presque plus rien. Là, par contre, j'ai de l'énergie. On prend le module, hop, on revient en basse fréquence. Et donc, progressivement, on va pousser l'information vers les basses fréquences et c'est ça qui va créer l'invariant. Donc ça, c'était mon schéma. Tous les chemins sont possibles, mais ce qui se passe, c'est que l'énergie, elle va se propager très vite comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des chemins qui vont se retrouver là, ils ont quasiment plus d'énergie. Et donc, certes, vous pouvez avoir tous les chemins possibles et vous en avez besoin pour avoir une conservation d'énergie, mais si vous regardez que ce qui est sur la sortie, eh bien, au bout d'un moment, vous allez tout récupérer. Et donc, l'énergie du signal, ça va être l'énergie de tous les chemins qui arrivent ici. Et en pratique, on s'arrête à 3 dans les cas d'audio et même dans le cas d'image, parce que ça va très très vite. Les chemins ensuite ont une énergie qui devient complètement négligeable. Ceci étant, encore une fois, le Melkepstrom, c'est juste ça.
et là, il y a énormément d'informations. Donc ça, c'est la première observation. On a quelque chose qui nous conserve toute notre énergie et on arrive à assez bien maîtriser. Évidemment, le but de tout ça, c'est pas de s'amuser à conserver de l'énergie, ça c'est facile. Ce qu'on veut, c'est de la variance par translation. Alors la première chose, c'est la variance par translation globale. Si vous avez un signal, donc ça c'est les coefficients. Ils sont moyennés par la fonction phi. On l'a vu, si vous dilatez de plus en plus la fonction phi, ce moyennage, il va converger vers l'intégrale. Et donc ça va être invariant par translation. Donc on voit bien que les coefficients, plus vous moyennez, plus ils vont devenir invariants par translation. Donc le point, c'est que quand vous laissez cette distance, laissez j tendre vers l'infini, de plus en plus grand, eh bien cette distance va devenir invariante par translation. C'est-à-dire, vous prenez votre signal, vous le translatez, la distance entre un signal et un signal translaté va converger vers 0. Donc vous avez quelque chose qui est invariant par translation, mais là je parle de translation rigide. Ça, c'est pas très spectaculaire, on l'a vu, il y a 1000 façons de le faire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la stabilité par déformation. Si maintenant vous avez une vraie déformation, ce qu'on peut montrer, ça, là c'est plus fin, c'est que la distance entre le signal et la distance entre le signal déformé ne va plus dépendre, quand J est suffisamment grand, des positions respectives des taux, mais va dépendre plus que du terme de déformation, le gradient ici. Et donc vous avez exactement l'invariante que vous voulez, vous êtes parfaitement sensible à tout ce qui est déformation, mais vous avez neutralisé toutes les composantes de translation. Alors ça, on sait qu'en tout cas visuellement, on a vraiment des propriétés très similaires. Ce qui semblerait d'un point de vue mathématique, c'est qu'il n'y a aucune autre façon de le faire. C'est-à-dire qu'il faille vraiment séparer les fréquences, c'est ce que fait la transformée en ondelette, en paquets, et travailler à partir de ces fréquences. Donc la transformée en ondelette, là, devient très importante pour avoir cette propriété. Alors, d'un point de vue calcul, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça devient complètement dingue. Ce qui se passe, c'est que vous avez un signal de taille n. Ce qu'on a vu, c'est que les seuls chemins qui vont avoir de l'énergie, c'est les chemins qui se propagent sur la droite. Donc on va calculer que ces chemins. Par ailleurs, on sait qu'à la fin, on a un signal ultra régulier, puisqu'il a été lissé par phi. Donc, on va le sous-échantillonner. Et donc, si on compte le nombre de coefficients de scattering qu'on a besoin, il est plus petit que n. Et ce que vous montrera Joachim, c'est qu'ensuite, si on fait une DCT exactement comme les MFCC, c'est-à-dire Mel Frequency Kepstrom Coefficient, eh bien, on a un gros facteur de compression, et ça fait beaucoup de sens de le faire, parce qu'on est en train de capturer des informations importantes sur la nature du signal. Et donc, on a ensuite des représentations qui deviennent très creuses. Je vais finir cette première partie en vous montrant juste des exemples. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Vous avez une fonction, c'est un simple cosinus. Si vous calculez la transformée de Fourier d'un cosinus et vous prenez le module, vous avez quelque chose qui est constant. Donc si vous recalculez, alors je vais juste montrer là les termes d'ordre 1. Donc ça, c'est l'axe de fréquence. Et ça, c'est l'axe de temps. Et là, je vais vous montrer les termes d'ordre 2. Donc ça, c'est pareil, l'axe de fréquence, terme d'ordre 2. Là, les termes d'ordre 2, ils sont tous nuls. Il n'y a pas d'interférence. Vous avez un seul cosinus, donc tout ça, ça vaut 0. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième signal où il y a un terme d'interférence. Ah, ça c'est le zoom. Ok, donc on voit bien à droite, il n'y a rien. Puis à gauche, on voit les cosinus. Maintenant, on va faire la somme de deux cosinus. Là, ici, les deux cosinus sont assez proches. Donc finalement, la résolution fréquentielle du Mel-Kepstrom n'a pas pu les distinguer. Donc on voit exactement, du point de vue du Mel-Kepstrom, on voit la même chose. Maintenant, si vous regardez les termes du second ordre, tout d'un coup, vous voyez apparaître ces trucs-là. Ces trucs-là, c'est quoi? C'est les termes d'interférence. Et si vous regardez ce qui se passe, ben, on fait un zoom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est une bande de fréquence qui correspond à un certain J1. Dans cette bande de fréquence à ce J1, là, c'est la variation du J2. Il y a un J2 qui va répondre très fort. Et ce J2, il répond à quoi? Au fait qu'il y avait à l'intérieur de votre bande de fréquence un intervalle fréquentiel dont la distance est de l'ordre de ce 2 puissance J2. Donc là, vous êtes tout d'un coup sensible aux interférences à l'intérieur de votre bande fréquentielle. Si maintenant, vous avez non pas 2, mais disons 3 cosinus, bah sur la droite, ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez 3 intervalles de fréquence, oméga 1 moins oméga 2, oméga 1 moins oméga 3, oméga 2 moins oméga 3.
Et donc là, vous voyez, il y a 3 barres noires, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Entre les deux, c'est juste le fait que les ondelettes sont un peu plus larges, donc ça fait du grisé. Et vous voyez, vous avez vos 3 intervalles de phase. Donc ça, c'est la vision purement fréquentielle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le temps? Supposez que vous ayez une attaque. Donc là, c'est une attaque qui est assez brutale et puis qui devient très lisse. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, il y a un petit truc, on ne le voit pas parce que le display est là écrasé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Correspondant à l'attaque forte, on voit tout d'un coup apparaître des termes d'ordre de très fort, et puis là, ils ont disparu. Pourquoi ils ont disparu là? Parce que vous voyez là, mon signal est stationnaire. Comme c'est constant, si vous faites une convolution de quelque chose de constant, avec une ondelette qui est de moyenne nulle, ça va vous donner 0. Donc ce truc-là, comme c'est constant, je le moyen convole avec l'ondelette, j'ai 0 ici. Quand est-ce que ça va être non nul? Eh bien quand ça, c'est pas constant, c'est-à-dire à l'endroit de l'attaque. Et donc là, tout d'un coup, vous avez la trace de l'attaque. Au offset aussi? Pardon? À l'onset aussi, simplement, comme elle était beaucoup plus douce, ça a donné des coefficients qui étaient plus petits, et on aurait dû les voir, mais à cause du seuillage du display, ils ont disparu. Mais ils existent, ils sont plus petits. Là, il y a le zoom, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez exactement la structure. Donc là, tout d'un coup, vous avez une information qui vous donne une information sur l'attaque. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que ce qu'on veut, c'est quelque chose qui vous donne à la fois des informations sur les structures complètement stationnaires, et on va voir demain ce qui se passe sur les processus stationnaires, comment on récupère les parties qui sont assez fines, non gaussiennes, et en même temps, on veut des informations précises sur les structures des attaques. Vous savez sans doute, dans le cas des instruments de musique, si on donne une note isolée de violon ou une note de piano, si on tue l'attaque de quelques centièmes de seconde, on n'arrive plus à savoir si c'est une note de violon ou une note de piano. On restaure l'attaque, c'est absolument évident. Donc l'attaque a énormément d'informations. Ça c'est... Voilà ce qui se passe si maintenant on prend un vrai signal audio. Alors ça, c'est sur l'intervalle de 800 millisecondes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Sur 800 millisecondes, si vous prenez que le spectrum, Melkepstrom, vous avez une information qui est complètement lissée. Maintenant, si vous récupérez l'ordre 2, vous avez énormément d'informations. C'est essentiellement l'information qui a disparu. Ça, ce genre d'information qu'on a là, c'est le genre d'information qu'on pourrait imaginer faire en prenant des coefficients, c'est-à-dire en essayant d'avoir des structures d'ordre supérieur. Ce sont des choses que les gens essayent de faire parce qu'évidemment, on n'a pas envie de travailler qu'à l'échelle de 23 millisecondes quand on fait de l'audio. Donc tout le problème, ça va être ensuite de comprendre comment utiliser ce genre de choses. Donc ça, c'est des sujets qui vont être abordés notamment par Joachim la fois prochaine. Et là, vous voyez la structure de second ordre, ça devient plus très intuitif. Certes, on sait qu'on a des interférences, mais on a énormément de sinusoïdes, on a des structures d'attaque, etc. Il y a énormément d'informations qui est là-dedans. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est complètement stable par déformation. C'est-à-dire, vous déformez votre signal, ces trucs-là vont changer juste un tout petit peu. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire de la classification avec ça, parce que vous avez le même genre de stabilité que la stabilité que vous avez sur le Melkepstrom. Alors je vais finir là-dessus juste pour vous dire un peu comment la ligne de pensée va continuer. Donc la première chose, encore une fois, on va regarder le problème de reconstruction. Le problème de reconstruction est intéressant parce que vous allez vous rendre compte, d'un point de vue auditif, à quel point il y a énormément d'informations dans l'ordre 2. C'est-à-dire que si on garde que l'ordre 1 et qu'on commence à travailler sur des grandes fenêtres, eh bien on a tout perdu. Et dès qu'on met l'ordre 2, on récupère les structures. Donc on va regarder les problèmes de processus stationnaires et puis de classification. Alors il y a tout plein de sujets sur la classification qui sont intéressants, notamment tous ces enjeux de classification discriminante versus générative, etc., dont j'aimerais un petit peu parler. On regardera les cas d'image et puis je finirai sur le problème pas du tout abordé là, comment on apprend. Si on ne connaît pas l'invariant, là je vous ai dit l'invariant on le connaît, c'est la translation et on va être stable par rapport aux déformations. Qu'est-ce qui se passe si on doit l'apprendre? Voilà. Pile poil. Voilà, il s'y passe. Des questions? Sûrement. Ouais. La première question ne va pas être très claire parce que cette posée n'était pas. Mais voilà, en gros, donc, tu dis qu'il faut prendre des chaînes Mel parce que ça correspond quand même au système auditif. Je suis assez d'accord. Je dis pas ça. Hein. Non, là, moi ce que je dis, il faut prendre l'échelle Mel parce que c'est la seule façon d'avoir un invariant, d'avoir quelque chose de stable par rapport aux déformations.
Et ça, c'est important pour la classification. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens en audio, au début, donc, ils utilisaient beaucoup le Gabor parce que c'était assez simple, on peut faire la fenêtre, c'était bien. Puis après, beaucoup se sont dit, bah, oui, mais ce qui nous intéresse si on fait de la musique, c'est donc cette échelle de mail où on va avoir, si on s'intéresse aux notes de musique qui apparaissent, donc on veut avoir un flux constant, effectivement. Et donc, en audio, il y a 10 ans, en fait, ils ont réinventé l'analyse en ondes continue en faisant varier la taille de la fenêtre en fonction de la fréquence aussi. Et donc, ma question, c'est est-ce que vraiment l'état de Moyen-Âge, au final, à haute fréquence, est-ce qu'on va être obligé d'en passer par là? Parce que, au final, si on a une fenêtre, on va dire, avec un support temporel moindre, mais juste dans les hautes fréquences, on récupère cette information d'attaque directement. Il y a un point sur lequel tu as complètement raison, c'est de dire, bah, si on ne lisse pas, on a plus d'infos et on va facilement d'ailleurs reconstruire le signal, c'est transformer en ondelette inverse. C'est pour ça que ça revient au premier point du tout début. Oui, mais le problème de classification est différent. Le problème de classification, c'est de tuer de la variabilité, simplifier le signal pour à la fin pouvoir classifier. Or, cette énorme variabilité que tu as sur les très hautes fréquences, elle est extrêmement dure à exploiter pour pouvoir faire de la classification, parce qu'il suffit que tu fasses une toute petite modif sur ton signal et tes coefs ils vont complètement changer. Et il y a deux... c'est marrant parce qu'il y a un mélange d'arguments sur le pourquoi utiliser Melkepstrom. La fréquence de Barth, l'échelle de Barth, on peut dire pour la synthèse c'est important à l'utiliser puisque ça correspond à l'édition. Mais pour la reconnaissance, on s'en fout de l'audition. D'accord ? Le problème, c'est simplement d'avoir le meilleur taux de reconnaissance. Et il se trouve que les gens l'utilisent toujours. Et dans ce genre de choses, quand on voit une communauté qui utilise toujours quelque chose pendant quelques années, c'est pas parce que ils n'avaient pas eu d'autres idées, c'est que ça marche vraiment. Ça marche vraiment et probablement c'est difficile de faire mieux. Là, ce que je dis, c'est oui, il y a une raison. C'est cette stabilité par déformation qui est au cœur. Donc, on veut l'éliminer. C'est cette fluctuation de très très haute fréquence parce que elle n'est pas stable. Mais en même temps, on veut garder dans cette fluctuation de haute fréquence l'information qui est stable. Et c'est pour ça qu'on part au deuxième ordre. Tu vois, ce qu'on veut, c'est grosso modo séparer. Par rapport à ce que disait Joshua sur le fait on veut contracter dans certaines directions, mais pas dans d'autres. C'est en fait exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on contracte, cet opérateur, il est contractant, mais pas n'importe comment. Il y a des trucs qui contractent et il y a des trucs qui préservent. Il y a des distances qui sont complètement préservées. Et donc, la suite de ma question, ça va être est-ce que l'échelle diadique, au final, c'est juste par souci de simplification calculatoire Elle n'est pas diadique, là. Le 2 puissance J, c'est pour ça parce que... Oui, mais on ne prend pas de... j'ai montré parfois des 2 puissance J. Non, on prend des A puissance J avec A et de l'ordre de 1/16e ou 1/8e. D'accord. Donc là, on fait vraiment quelque chose très proche de l'audio. Oui, système. absolument. Par contre, pour l'image, on prend du 2 puissance J. Oui. Et ça, c'est... Alors, ça, la sparsité vient d'une certaine... On a quand même envie d'avoir des structures qui ressemblent aux structures du signal. Donc il y a la sparsité, et j'essaierai de l'aborder un peu, bien que ce soit très confus encore dans ma tête, arrive à un certain niveau. Mais donc, pour répondre rapidement, oui, on prend grosso modo des ondelettes audio. Oui, audio. C'est pas tellement une histoire que ce soit continu, c'est une histoire d'adapter la largeur de bande à vraiment au type de signal qu'on une question, je vais peut-être mal la formuler, mais pour faire un lien avec le précédent exposé, il y a au préalable une expansion dans la combinatoire. Et c'est in fine qu'il y a cette contraction en prenant le chemin qui va bien, qui résume bien les choses. Mais donc j'ai l'impression, peut-être je me trompe, qu'au départ dans les couches cachées, il y a aussi cette expansion-là pour visiter un peu de la variabilité sur le signal. Oui, tu as raison. Et il y a notamment une expansion parce que dans les couches intermédiaires, il ne faut pas trop sous-échantillonner en espace parce que sinon tu introduis de l'aliasing et tu influences tes invariants de façon négative. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler en orthogonal. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de phénomène d'augmentation en intermédiaire pour créer... En fait, c'est pas... Pour, encore une fois, créer un invariant, il n'y a pas trop de choix. Il faut moyenner sur l'orbite, c'est-à-dire en espace. Donc si jamais tu sous-échantillonnes de trop, ta moyenne va devenir fausse. Et en fait, tu veux créer plein de moyennes différentes. Donc il y a un moment
où tu vas devoir un peu éclater pour calculer toutes tes moyennes, puis à la fin, comme tu gardes que les moyennes, eh ben, tu n'as plus que les coefficients qui te restent. Et donc on retrouve, mais c'est très l'espoir que j'ai, c'est, et on verra parce que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées, c'est d'arriver finalement à décoder toutes ces structures de réseaux de neurones en disant, en fait, ce qu'on est en train, c'est d'apprendre le type d'invariant, le type de groupe, peut-être que ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi est-ce que j'ai cet espoir? Parce que ce que je crois, c'est que ce n'est pas les neurones qu'il faut apprendre indépendamment. Si on apprend indépendamment chacun des neurones du groupe, c'est monstrueux. Vous voyez, si je vous donne, dit c'est la translation, boum, je les connais tous mes neurones, c'est toutes des ondes. Si maintenant c'est autre chose que la translation, par exemple c'est la rotation, alors boum, je peux vous donner tous les neurones. Le problème c'est d'apprendre le groupe, c'est ce que c'est la translation, est-ce que c'est la rotation. Donc c'est une structure qui est un peu plus simple, alors c'est très lié à apprendre quand même les neurones, hein, je veux dire, mais voilà, ça va. J'espère qu'à un moment des choses vont vraiment complètement converger. Il y a une chose que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on cherche des représentations qui sont robustes à des transformations petites. Il se trouve qu'il y a deux algorithmes qu'on a développés dans les dernières années dans ma communauté qui sont designés pour faire ça explicitement. Donc il y en a un qui est l'auto-encodeur de Brutin. Oui. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une représentation telle que quand on fait des petites perturbations de l'entrée, la représentation change pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut reconstruire l'original. Il y en a une, c'est on reconstruit l'original, et l'autre, c'est carrément on minimise la norme du jacobien de la transformation. Et ce truc-là marche très bien. Et dans le fond, ce qu'ils cherchent à faire, c'est pas seulement trouver une représentation qui capte bien ce qui est dans la distribution, mais trouver des représentations qui sont robustes à des déformations de l'entrée, dans un cas c'est aléatoire et dans l'autre c'est analytique sous forme de jacobien. Écoute, ça m'intéresse beaucoup parce que ce que je vais présenter à la fin demain, c'est un travail de Charles Cadio qui travaillait avec et je me demande si c'est pas dans cet esprit-là. Je vais le présenter parce que pour nous, clairement, ça a énormément de relations et c'est intéressant. Et donc, si c'est effectivement lié, ce serait très... Oui, ça ou pas. De toute manière, oui, ça m'intéresse. Non, mais ça m'intéresse, oui. Donc, ça, c'est clairement... Oui. En termes des fonctions flux, des familles d'ondettes qui sont utilisées, c'est juste des ondettes du Moyen-Âge. En fait, ça marche comment exactement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit? D'accord. Alors, tu as deux fonctions d'une certaine manière. Tu as le filtre passe-bas qui est juste là pour récupérer tout ce qui reste, et puis tu as l'ondelette. Ce qui est important... Juste un peu compléter une question. Oui. Quelle est la formation qu'on peut utiliser du signal ou du domaine qui va nous guider dans le choix de l'ondelette? Alors, je crois qu'on peut utiliser beaucoup d'informations. Alors, il y a une chose qui, je pense, ne joue pas beaucoup, ou très peu, et ça on l'a observé, c'est de savoir est-ce que ton ondelette c'est exactement une gaussienne ou c'est plutôt une machin, etc. C'est-à-dire, grosso modo, si je regarde en une dimension, tu as un axe des fréquences, avec 0. Ton ondelette, elle va être quelque part là, en fréquence. Est-ce que ton ondelette, elle est comme ça, ou est-ce qu'elle est beaucoup plus large, ou est-ce qu'elle est beaucoup plus étroite? Ça, c'est une vraie question importante. Est-ce qu'elle est comme ça, ou à une forme un tout petit peu différente? Nous, on a vu zéro différence au niveau des classificateurs du temps. En ce sens, c'est robuste. Par contre, la résolution fréquentielle, par exemple, est-ce que c'est une ondelette diadique, comme on utilise en image, ou plutôt une ondelette bien localisée, c'est important. Et ça, justement, c'est le travail que je présenterai à la fin de Charles Cadio et d'autres. On peut apprendre les ondelettes, et donc c'est là que la sparsité devient très importante, à partir des données. Et je pense en particulier que ça c'est vraiment important, c'est-à-dire, et c'est amusant parce que en fait, et ça je pourrais le parler des ondelettes, si apprendre un dictionnaire, il y a beaucoup de relations avec dire on apprend le groupe. Donc c'est deux choses qui sont très équivalentes. Donc on peut l'apprendre, il y a des gens qui le font et ça c'est quelque chose que je trouve assez passionnant, y compris en audio. Il y a des gens qui ont appris
qui ont appris avec des critères de sparsité l'échelle de Barth et exactement je ne sais plus comment ça s'appelle, les gamma-tones qui ont été exactement réappris à partir des choses. Dans le cortex visuel, vous avez montré que il y a la voie qui cherche à déterminer l'endroit où on a l'objet, et une autre voie qui essaierait d'identifier son localisation, ce que c'est. Ouais. Donc, ce que vous avez montré dans cette partie, c'est l'invariance d'un classifieur par rapport à la position. Donc, comment il va bouger ou en rotation. Apparemment, dans le cortex visuel, la transformation dans une voie s'accompagne toujours par une autre invariance dans l'autre voie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va être invariant à opposition dans la voie poids, on va être invariant à l'identité dans la voie where. Et ma question, c'est de savoir si dans cette représentation de scattering, on voit aussi cette même dualité que quand on gagne en invariance d'un autre côté, on peut aussi déterminer, par exemple, la position de l'objet, etc. Alors, donc ça c'est effectivement très intéressant. Donc là, bien, je vais commencer par exemple, ce que pensent des gens comme Charles Cadio. Lui, ce qu'il pense, c'est qu'on sépare la phase et le module, et que, je caricature, hein, le module, il va pour dire what, qu'est-ce que c'est, et la phase, l'information de localisation, et dire ouais. Je pense pas, et personnellement, je pense que le module, la phase, elle est vidée, complètement. Et dans le cas de l'audio, je pourrais donner des arguments, et notamment des arguments de reconstruction, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Pourquoi? Parce qu'en apparence, la phase, c'est ultra précis pour avoir de la localisation. Seulement, dès que vous avez, par exemple, des mouvements très rapides, c'est inutilisable. Et par ailleurs, alors, vous l'avez dit, pendant 6 ans, je suis parti hors du monde académique. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est une start-up qui faisait des chips pour la télévision haute définition. Donc, ça veut dire, et pour créer, alors c'était ce qu'on appelle de la conversion en frame rate. Vous avez 60 images par seconde, il faut en créer 2 fois plus. Donc, on crée une nouvelle image, ça veut dire calculer le mouvement, interpoler, créer l'image, et vous avez, combien? C'est 12 gigabits de données par seconde, et il faut que ça coûte $5 pour pouvoir le vendre à des Japonais, donc ça doit aller très très vite. Qu'est-ce qu'on réalise quand on commence à faire des choses comme ça? Et puis les images, c'est pas l'ENA qui bouge comme ça, c'est MTV avec des flashs partout, c'est des trucs absolument ignorants. Première chose qu'on réalise, c'est que quand on regarde vraiment les trucs, on est très mauvais, c'est-à-dire que notre capacité à voir du mouvement, on est capable de voir 4-5 mouvements dans une image, au plus simultanément. Alors il y a des choses, s'il y a un déchirement d'image, on peut très bien, mais on n'est pas ultra précis. Moi, ce que j'ai beaucoup tendance à penser, alors si vous regardez les algorithmes de calcul de mouvement, donc qui seraient dans le cas du WER, à cause de ces très grands déplacements, il y a eu toute une gamme d'algorithmes qui consistait à lisser l'image ou les coefficients d'ondelette. Et le problème de ces algorithmes, c'est la même chose que le McCapstrom, c'est que quand on fait ça, on perd de l'info et au bout d'un moment, on ne sait pas si on est en train de dire ça c'est pareil tout simplement parce qu'on a lissé ou si pas ça. Ce que j'espère, c'est que effectivement, le but, on ne veut pas lisser indéfiniment, on ne veut pas perdre toute la résolution, et notamment, je vous montrerai dans le cas des classificateurs qu'on fait, on essaye d'optimiser l'échelle d'invariance. On apprend l'échelle d'invariance. Donc si l'échelle d'invariance est suffisamment grande pour plus avoir de problèmes d'aliasing quand il y a des problèmes de déplacement, on peut tout simplement calculer les déplacements ou les déformations de façon générale avec une équation équivalente à l'équation de flot optique, c'est-à-dire linéariser le problème. Donc ce que j'ai tendance à penser, c'est que si on crée des invariants mais pas en allant jusqu'au bout, alors les déplacements, on les obtient en linéarisant le problème. Et plus que ça, je pense que par exemple les problèmes de déformation, quand vous avez une texture sur une surface 3D, on voit immédiatement la surface 3D. Ce problème, il est de même nature qu'un problème de déplacement dans le temps. C'est un déplacement, mais dans un espace un peu plus grand, échelle et tilt. Et ce genre de choses, je pense qu'on peut le faire avec des équations de gradient à partir du moment où on a lissé. Mais j'ai commencé par l'interprétation de Charles, même si je ne suis pas d'accord, pour dire qu'il y a des tas de gens qui pensent complètement différemment et je n'ai aucun élément de dire. C'est plus. Mais en tout cas, c'est très intéressant et ouais.
Voilà. J'avais une question concernant la... Donc, tu disais que finalement, une question posée sur le fait que les mails, les darks, c'était inspiré du système humain. Dans toute ta démonstration, c'est vraiment assis sur des propriétés mathématiques et en même temps on arrive à un résultat qui est quand même un système qui est quand même de manière assez troublante l'équivalent par exemple les phénomènes de beating qui permettent de reconnaître par exemple la hauteur même à l'endroit où finalement les fréquences ne sont plus résolues. C'est des problèmes qui ont été observés chez l'humain depuis assez longtemps. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau de l'observation biologique, on s'arrête un peu à ce deuxième niveau et après on tombe un peu dans ce gros point d'interrogation. Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, mais est-ce que tu penses que des avancées mathématiques pourraient aller plus loin et proposer des choses où on est quelque part condamné à attendre qu'avec, je sais pas, des EEG, des FMRI, on nous donne suffisamment d'éléments pour pouvoir après inférer des choses qui ce que je pense, alors là, entre pensée, espoir et auto-illusion, je pense qu'effectivement, on est bloqué actuellement sur la deuxième couche. C'est-à-dire qu'en audio, c'est très difficile de vraiment voir, et dans le cas de l'image, c'est pareil, parce que c'est déjà une cascade très non linéaire, et donc, si on n'a pas un modèle vraiment à tester, c'est difficile de faire d'identification. Je pense qu'il y a de l'espoir de comprendre la nature de la deuxième couche à partir de là. Et là, c'est là où l'apprentissage réarrive. C'est-à-dire, je pense que, et c'est pour ça que je trouvais que les travaux de Charles Cadio étaient intéressants, et il y en aura sans doute d'autres, je pense qu'on peut apprendre cette deuxième couche. La première couche, on la connaît tous. Le seul problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut apprendre. Et donc, oui, c'est la nature de la collaboration actuellement qu'on a avec Chiap Chama. C'est-à-dire, c'est de dire, est-ce qu'on peut mathématiquement faire une proposition, c'est-à-dire lui a fait une proposition de la deuxième couche, Thorsten Dow a fait une autre proposition de la deuxième couche, il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut arriver avec une proposition qui fasse du sens à partir des propriétés attendues sur le signal? Je pense que oui. Maintenant, je pense que c'est ça. En fait, il y a un truc qui était intéressant sur toutes ces histoires d'ondelettes et maths, c'est que si tu regardes, toute la théorie de maths sur les ondelettes a été complètement inutile, aussi bien en audio qu'en vision. Elle a un vrai impact en traitement du signal bas niveau. Et ça se voit par le fait que si tu es dans une conf de traitement du signal, on va parler de transformeur d'ondelette. Dans une conf de vision, on va parler de Gabor, personne ne va parler du mot ondelette, et en audio, pareil, personne ne va parler du mot ondelette, de toute manière, ça existait avant les ondelettes, etc. Les outils mathématiques qui ont été amenés jusqu'à maintenant n'ont pas été utiles, en fait, pour faire de la classification, pour comprendre la nature des problèmes audio, aussi bien que de vision. Alors, est-ce que ça va être le cas maintenant? J'espère, mais ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il y a un moment où les maths peuvent commencer à devenir utiles, et je crois qu'on arrive à un moment de catalyse intéressant. Ce ne sera peut-être pas ça, ce sera peut-être autre chose, mais je pense qu'il y a un moment de catalyse intéressant parce qu'il y a beaucoup de données qui viennent de l'apprentissage avec des choses qui marchent, il y a beaucoup de données qui viennent de la physiologie, de la psychophysique, et puis les maths commencent à avoir des outils qui permettent de le faire. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les maths ont un pouvoir prédictif. Oui, je pense que c'est possible. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis aussi très intéressé de collaborer sur ce genre de choses. Donc, on travaille avec Joachim, avec un petit groupe à l'ENS. On essaye de voir les gens qui font de l'audio, on essaye de voir les gens qui sont intéressés. On n'est pas des experts d'audio. Donc, pour faire ce genre d'avancée, on a besoin de collaborer. La première couche, les RFCC se sont révélés plus robustes au bruit que Fourier ou que la TC. Est-ce que tu penses que la deuxième couche est également résistante au bruit? Qu'est-ce que tu appelles robuste au bruit? Parce que si c'est juste l'addition de bruit gaussien, Fourier, c'est un opérateur unitaire. Le bruit que tu as là, tu l'as là. Oui, alors, si ensuite
c'est un bruit qui est d'autre nature, et souvent, justement, ce qu'on appelle le bruit, ça nous introduit des espèces de déformations, des trucs comme ça, des trucs qui pas simplement du bruit additif. Alors oui, c'est absolument clair, c'est beaucoup plus robuste que Fourier. Donc, ce que je dis là, c'est que toutes les couches que je décris ont la même stabilité que le Melkepson. Donc toutes ces couches, elles sont construites pour ça, sinon ça ne sert à rien. Hein. Toutes ces couches ont exactement la même stabilité. Et c'est la nature du problème. La nature du problème, c'est de savoir quelle est la quantité d'informations, et on veut en préserver le plus possible, et qui préserve la même type de stabilité, grosso modo, que le Melkepson. Justement, d'un point de vue mathématique, est-ce qu'il est envisageable d'avoir une analyse probabiliste de cette... Je pense que les probas, ils arrivent au moment où tu as une modélisation probabiliste du signal, c'est-à-dire si par exemple tu prends un processus stationnaire ou autre, et là oui, là ça rentre, donc j'en parlerai un peu la prochaine fois, mais ça je pense que effectivement d'un point de vue maths, il y a énormément de choses intéressantes. Pourquoi? Parce que finalement en maths, essentiellement ce qu'on sait faire, c'est des processus gaussiens et des processus markoviens, c'est-à-dire avec des dépendances proches. Si on prend l'image, c'est ni gaussien ni markovien. Et le cas du son, il y a beaucoup de structures qui sont ni gaussiennes ni markoviennes. Et donc il y a un énorme trou, d'une certaine manière, c'est comment comprendre la nature de ces processus qu'on passe et de... Donc c'est un peu ça l'ambition de faire ce genre de choses. Pas d'autres questions pour l'instant, merci beaucoup.